Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi les soldats de la Wehrmacht ont appris à haïr 3 lettres DHK. Nous allons ouvrir des dossiers que les manuels d'histoire omettent souvent. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette plongée dans l'histoire. C'est parti. Chapitre 1. La genèse de la bête. Nous sommes le 15 septembre 1938 dans la ville industrielle de Kovrov, au cœur de l'Union soviétique à l'usine Degtyaryov. Imaginez l'odeur de l'huile chaude et de la limaille de fer. L'ingénieur Georgi Shpagin examine un nouveau prototype de mitrailleuse lourde. 2 mécaniciens les mains noircies par le labeur maintiennent l'affût. Le premier coup de feu part. Le fracas est tel qu'il sature l'espace immense de l'atelier. Les vitres tremblent dans leur cadre. Une odeur âcre de poudre brûlée remplace celle de l'huile. L'arme fonctionne avec une régularité de métronome. Pas un seul enrayage. C'est ainsi que débute l'histoire de la DHK, Degtyaryov Shpagin Krupno-Kaliberny. Les travaux avaient été ordonnés par le commissariat du peuple à la défense. L'objectif était clair, presque impossible. Il fallait une mitrailleuse de calibre 12,7 mm capable de tout détruire, avions, véhicules blindés et infanterie. Le premier prototype de 1931 était imparfait, capricieux. Mais le modèle de 1938 doté du système d'alimentation par bande conçu par Shpagin a tout changé. L'arme était devenue fiable. Les chiffres donnent le vertige: calibre 12,7 mm, cadence de 600 coups par minute, vitesse initiale de la balle 850 mètres par seconde. Portée efficace jusqu'à 2 km. Masse de la version sur affût 34 kg. Elle nécessitait 2 hommes pour la servir. Un premier lot de 150 mitrailleuses est immédiatement envoyé pour des essais en conditions réelles. Juin 1939, Mongolie, les rives de la rivière Khalkhin-Gol. C'est un conflit souvent oublié en Occident, une préface sanglante à la Seconde Guerre mondiale. Les soldats de la 57e armée spéciale se préparent à affronter les Japonais. Sur une automitrailleuse Badix, on a monté la nouvelle DHK. Le commandant de section, le sergent Piotr Lebedev, 26 ans, scrute l'horizon. À midi, la cavalerie japonaise lance une charge suicidaire, sabre au clair. Lebedev ouvre le feu. Ce n'est pas un tir, c'est un fauchage. Les balles traversent les boucliers, les chevaux, les hommes. En 3 minutes, l'attaque est brisée. Dans son rapport, le commandant note: la mitrailleuse fonctionne sans faille. L'effet est dévastateur. L'expérience est validée. Le 26 février 1939, le décret est signé. La DHK entre officiellement au service de l'armée rouge. L'automne 1939 apporte un autre défi: la guerre d'hiver contre la Finlande. Sous Viborg, par des températures de négatif 30 degrés, là où l'huile gèle et où le métal colle à la peau, la DHK est montée sur des camions et des traîneaux. Pour un Français, cela rappelle les récits terribles de la retraite de Russie de Napoléon, où le froid avait vaincu la grande armée. Mais ici, la mécanique soviétique résiste. Le lieutenant Vassili Perchine se souvient: les Finlandais croyaient que c'était un canon. Le son était terrifiant. L'onde sonore vous frappait la poitrine comme un coup de poing. C'est le moment précis où la technique devient une arme psychologique. Juin 1941. L'industrie a produit environ 2000 unités. Chaque arme est vérifiée à la main à l'usine de Kovrov avec un test de 200 coups. La tolérance de précision, pas plus de 15 cm d'écart. Une rigueur absolue. Chapitre 2. Le choc de Barbarossa, 22 juin 1941. L'opération Barbarossa commence. L'Allemagne nazie lance ses divisions blindées vers l'Est. Mais dès les premiers jours sous Minsk, la Dix Panzer Division de la Wehrmacht perd 2 transports de troupes blindées. La cause: le feu des artilleurs antiaériens soviétiques. Un rapport allemand capturé daté du 27 juin révèle la stupeur: la mitrailleuse lourde russe perce le blindage du SDK 1 à 300 mètres. Pour les officiers allemands, c'est un choc culturel et tactique. Ils pensaient l'infanterie soviétique primitive dépourvue d'armes de ce calibre. Dans un rapport du groupe d'armée Centre du 10 juillet, on lit cette phrase glaciale: en cas d'impact dans la cabine du transport de troupes, l'équipage est anéanti. C'est un aveu d'impuissance face à la puissance de feu soviétique. Pendant ce temps, à l'arrière, c'est la guerre de la production. En août 1941, l'usine de Kovrov passe en régime de guerre totale. Les ouvriers travaillent 14 heures par jour. Chaque jour, 30 à 40 mitrailleuses sortent des chaînes. En octobre, la production atteint 200 unités par mois.
Une micro-histoire pour illustrer ce courage, le caporal Mikhail Kniazev, 23 ans. Sous Smolensk, il couvre la retraite de son unité, seul près d'un camion détruit sur lequel est montée sa DHK. Les Allemands approchent à 400 mètres. Kniazev tire pendant 12 minutes jusqu'à la dernière cartouche. L'infanterie ennemie est clouée au sol. Sur 10 assaillants, seuls quelques-uns reviennent. Kniazev est tombé, mais son action est inscrite dans les rapports de l'état-major. À l'automne 1940, et un nouveau terme apparaît dans le vocabulaire de la Wehrmacht, le gros calibre russe. Ce n'est pas juste un mot, c'est la définition d'une peur. Le blindage de 8 mm des véhicules légers ne protège plus. La balle de DHK le traverse à 500 mètres. Même les chars légers Panzer II perdent leurs équipages. En 1942, les ingénieurs ne dorment pas. Un nouvel affût est conçu plus léger, et la version anti-aérienne sur 2 essieux apparaît. Montée sur les camions Z-Sync, elle crée le concept de « point de feu mobile ». Dans une lettre du front du 14 décembre 1942, le sergent-chef Andrei Tikhonov écrit à sa femme « Notre DHK est devenue une amie ». Elle tire jour et nuit, sans se plaindre. Les Allemands n'osent plus avancer à la lumière des phares. La réaction allemande est technique après des tests sur des DHK capturés à Kummersdorf en mars 1943. Ils réalisent que leur blindage de 10 mm est vulnérable jusqu'à 600 mètres. En conséquence, ils commencent à ajouter des écrans supplémentaires sur leurs véhicules. C'est une réponse directe à la menace soviétique. Fin 1943, l'armée rouge possède plus de 15 000 DHK. Elles sont partout sur les chars 34, les avions Il-2, les navires, les trains blindés. Le film soviétique classique Le Destin d'un homme montre souvent cette arme sur un camion. Ce n'est pas une fiction de cinéma, c'est la réalité historique de 1942. À l'aube de 1945, ce monstre d'acier est devenu une partie de l'identité du soldat soviétique. Il ne demandait pas grand-chose, il fonctionnait simplement. Et à la guerre, c'est ce qui décide du sort des batailles. Chapitre 3. Le duel de Minsk et Bobruisk. Revenons sur le terrain. 22 juin 1940 et en direction Minsk. Il fait 28 degrés, l'air est saturé de poussière et du grondement des moteurs diesel. Le groupe blindé de Guderian fonce vers Bobruisk. Face à eux, des servants de DHK parfois simplement retranchés dans des fossés. Position du sergent Ivan Kulikov, 27 ans. Il commande une mitrailleuse sur une plateforme en bois. À l'aube, des véhicules blindés allemands apparaissent à 600 mètres. Kulikov attend. Il a les nerfs d'acier. Il ouvre le feu par courtes rafales. Les balles déchirent le blindage frontal. Le véhicule s'arrête, la fumée noire s'échappe. En 20 secondes, 3 cibles sont neutralisées. Les témoins ont décrit le son des balles de 12,7 mm comme des coups de masse sourds. La terre tremblait sous l'affût. Ce jour-là, les Allemands ont perdu une dizaine de blindés légers. Les mécaniciens soviétiques notent dans leurs journaux « La DHK a remplacé le canon ». Pour l'infanterie allemande habituée au crépitement rapide de leur MG-34, la fameuse scie à hausse, le son de la DHK, était différent. Un rythme plus lent, plus lourd, comme un glas. « Flugabwehr, c'est de la DCA », criaient-ils, ne comprenant pas qu'on leur tirait dessus à l'horizontale. Les balles traversaient des murs de briques de 20 cm d'épaisseur. D'après les archives du front de l'Ouest, au 5 juillet, 47 équipages de DHK opéraient dans ce secteur. 18 ont été perdus, mais le coup pour l'ennemi fut terrible. Le sergent Kulikov, blessé puis revenu au front, sera décoré de l'ordre du drapeau rouge. L'été avance. Août 1941. L'usine de Kovrov expédie 500 mitrailleuses supplémentaires. Sur le front de Leningrad, la DHK est montée sur des trains blindés. C'est là qu'elle abat son premier bombardier Ju-88 confirmé. Les prisonniers allemands l'avouent, « Nous avions peur de ces machines au canon long. Notre MG-34 est un jouet à côté. » Une instruction d'août 1940 et un intitulé « Combat contre les chars ennemis » ordonne, en cas de manque de canons anti-chars, utiliser la DHK contre les points faibles fentes de vision chenilles moteur. L'arme devient universelle. À l'endroit où le sergent Kulikov a stoppé la colonne allemande, un monument a été érigé des années plus tard. Sur la pierre, on peut lire « Ici, pour la première fois, la DHK a défendu la patrie ». Chapitre 4. La maîtresse du ciel, février 1942, Moscou. Il fait négatif 20 degrés. Sur le polygone d'essai, on teste la DHK contre une cible aérienne, un avion Ju-87 Stuka réformé placé à 1200 mètres.
Le capitaine Alexei Goncharov ordonne le feu. Les balles traversent le fuselage en aluminium comme du papier. Le rapport est formel efficace jusqu'à 1500 mètres. Cette polyvalence sauve des vies. Mais 1942, le train blindé numéro 7 sous le commandement du capitaine Stepan Volkov est attaqué par un Ju-88 près de Vyazma. Une DHK touche l'aile gauche. L'avion s'écrase dans la forêt. C'est la première victoire confirmée d'un train blindé contre l'aviation grâce à cette arme. Parallèlement, les ingénieurs de l'usine Nemery 183 à Nijni Tagil installent la DHK sur la tourelle du légendaire 34. Le lieutenant Pavel Rybakov rapporte « Maintenant l'équipage se sent plus en confiance. Quand les Junkers piquent sur nous, nous tirons à leur rencontre. » Même si l'avion n'est pas abattu, le pilote allemand, voyant les traçantes massives monter vers lui, rompt souvent le combat. C'est aussi l'époque où la DHK monte dans les cieux installés à l'arrière des avions d'assaut Il-2 Sturmovik. Le sergent Grigory Litvinov, mitrailleur de queue, raconte « Quand un Messerschmitt arrivait, je lui donnais une rafale. Une fois, j'ai arraché son aile. » La Luftwaffe doit changer de tactique, attaquée par l'arrière devient suicidaire. Il recommande désormais des attaques en piqué vertical plus difficiles. Comparée à la MG 130 et un Allemand, la DHK avait une énergie cinétique bien supérieure. Elle était simple, brutale, efficace. Le soldat allemand Friedrich Müller, capturé, dira « Les Russes tirent sans s'arrêter. Les balles traversent le toit des camions comme si de rien n'était. » À l'été 1943, on compte plus de 18 000 DHK sur le front. Le film « Une amie du front 1943 » a même utilisé le vrai son de l'arme pour ses scènes de bataille, gravant cette acoustique dans la mémoire collective. Chapitre 5. La muraille de feu de Koursk. 5 juillet 1943. L'aube se lève sur l'arc de Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire. Le sergent Nikolaï Beliaev, 25 ans, est prêt. Sa DHK est enterrée face à un champ qui va bientôt devenir un enfer. Les Allemands lancent l'opération Citadelle. Des Stukas apparaissent à 400 mètres d'altitude. Beliaev commande le feu. En une journée, son équipe abat 5 avions. Le rapport de la 6 armée de la garde confirme l'exploit. Les pilotes de la Luftwaffe écrivent « Impossible de descendre bas, les Russes tirent un mur de plomb vers le ciel. C'est un moment viscéral. Imaginez le bruit, un martèlement métallique qui fait vibrer le sternum, l'odeur de l'acier surchauffé, les mains brûlées par le changement de canon. » Beliaev écrira à sa famille « Le canon est rouge, mais on ne peut pas s'arrêter. Si on s'arrête, il nous tue. » Sous Koursk, la DHK a tout fait: abattre des avions, détruire des blindés légers, couper les câbles des ballons d'observation. Hans-Ulrich Rudel, l'as des as allemands sur Stuka, avouera dans ses mémoires « Nous avons perdu beaucoup de machines à cause du feu venant du sol. C'était un rideau infranchissable. » Rien qu'en juillet 1943, les DHK ont abattu 312 avions ennemis. Koursk a transformé cette mitrailleuse en icône. Elle était la gardienne des chars et le cauchemar des aviateurs. Chapitre 6. Les gardiens de l'Arctique, juillet 1942, mer de Baran. Le convoi PQDX-7 navigue vers Arkhangelsk, dans des eaux glaciales. Pour un marin français, cela évoque les récits de tempête, mais ici l'ennemi n'est pas que la mer. Sur le transport Belomor-Canal, le maître Fyodor Romanov veille sur sa DHK. Le 4 juillet, les bombardiers attaquent. Romanov abat un Heinkel 111. C'est la première fois qu'un navire de transport se défend seul avec succès grâce à une DHK. Romanov écrit « La DHK garde le ciel plus propre que le vent. Ce qui est fascinant, c'est la résistance de l'arme au climat. Là où les mitrailleuses britanniques Browning gelaient à cause d'une huile inadaptée, la DHK lubrifiée, avec de l'huile Weapon, continuait de cracher le feu par négatif, 20 degrés couverte de glace salée. À Mourmansk, ville martyre bombardée sans relâche, 62 DHK protégeaient le port vital où arrivait l'aide alliée, y compris celle des forces françaises libres qui connaissaient bien ces routes. Les Anglais appelaient ces convois les « chemins de fer de la mort ». Mais les pilotes allemands savaient qu'attaquer un navire soviétique équipé de DHK était un jeu mortel. Entre 1942 et 1943, 1714 avions ont été abattus par ces armes dans le Grand Nord. Chapitre 7. Le cœur de Stalingrad. Septembre 1942. Stalingrad brûle. Sur le toit de l'usine Barricadi, le caporal Maria Jarkova, 22 ans, commande une batterie de DHK. C'est une femme, une de ces nombreuses héroïnes soviétiques, une image forte qui contraste avec les armées occidentales de l'époque. Le 12 septembre, les Allemands tentent de percer. Maria ouvre le feu vers le bas dans la rue.
Les balles de 12,7 mm pulvérisent les murs de briques derrière lesquels l'infanterie se cache. En 20 minutes, l'assaut est brisé. Dans son journal aujourd'hui au musée, elle note « Quand elle tire la ville, semble respirer avec nous ». Les Allemands appelaient ces nids de mitrailleuses des Höllenmaschinen, machines infernales. Le son de la DHK répercuté par les ruines de Stalingrad créait une signature sonore unique. Un tambour russe qui ne s'arrêtait jamais. Maria sera blessée, son équipe tuée, mais son arme retrouvée plus tard est aujourd'hui exposée, témoin silencieux de la férocité des combats urbains. Chapitre 8. L'arithmétique de la victoire. La guerre est aussi une question de chiffres. Entre 1941 et 1945, l'URSS a produit environ 38 000 DHK. C'est une prouesse industrielle. En comparaison, la logistique allemande souffrait souvent de pénurie. La fiabilité de la DHK sur le terrain avoisinait les 9,93%, moins de 1% de panne. C'est la différence entre la vie et la mort. C'est une leçon de logistique, la masse et la simplicité l'emportent sur la complexité. Quand la route gelait, les soldats portaient les caisses de munitions à dos d'homme. Le rythme de l'usine de Kovrov dictait le rythme du front, comme on le disait dans la Pravda, le rythme de la victoire. Chapitre 9 litres Agonie de Berlin, avril 1945. Berlin. La fin du Troisième Reich. Le lieutenant Sergei Davidov installe sa DHK sur un toit en ruine, face au ministère de l'Intérieur. Il ne tire plus sur des avions mais sur les fenêtres. Les balles traversent les murs des appartements berlinois, délogeant les derniers fanatiques SS. Un caporal allemand, Hans Mayer, se souvient du bruit, un grondement qui faisait trembler le béton. On pensait que c'était de l'artillerie. Les tankistes soviétiques utilisaient les DHK montés sur leurs tourelles pour nettoyer les étages tirant à travers les façades. Le Unerme Davidov hisse son arme sur le toit de la chancellerie du Reich. Le silence qui suit la dernière rafale est assourdissant. C'est le son de la paix qui arrive. Chapitre 10 litres. Arme d'un demi-siècle. La guerre s'arrête en 1945, mais pas la DHK. Elle devient le symbole de l'armement soviétique exporté dans le monde entier. On la retrouve en Corée, où elle tient en respect les jets américains. On la retrouve surtout, et c'est une histoire qui résonne douloureusement pour la France en Indochine. Là-bas, le Viet Minh utilise des DHK chinoises ou soviétiques contre les troupes françaises, notamment à Dien Bien Phu. Pour les vétérans français, la douchka est un souvenir terrifiant, le son de la jungle hostile. Puis vient le Vietnam contre les Américains, l'Afghanistan, où elle est utilisée par les deux camps. Elle a traversé les époques. Comparée à la Browning II américaine, elle est plus légère, plus rustique. C'est l'A-47 des mitrailleuses lourdes. Aujourd'hui encore, dans les reportages au Moyen-Orient ou en Afrique, vous pouvez apercevoir sa silhouette caractéristique. Elle a servi plus de 80 ans. Pourquoi? Parce qu'elle est l'incarnation d'une philosophie, ce qui est simple ne casse pas. La DHK n'était pas une arme de haute technologie, c'était une arme de labeur d'endurance. Elle a commencé son voyage dans une usine froide de Kovrov en 1938 et a fini par devenir une légende mondiale. Tant qu'il y aura des conflits, il est probable que l'on entende encore son rythme lourd et lent résonner quelque part dans le monde. C'était l'histoire de la DHK, le marteau-pilon de l'armée rouge. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter et de partager. À bientôt pour une nouvelle page d'histoire.